On y va. Aujourd'hui, on est avec le docteur Grigoriou, qui est chirurgien thoracique, mais j'en dis pas plus. Qui es-tu? Pourquoi tu es là? Et comment t'en es arrivé là? Là, en France, là, devant toi, là, à l'hôpital privé Be my d'Antony. guest. Ouh là là, mais ça va être une très, très longue histoire. Il va falloir faire plusieurs épisodes. Globalement, je suis donc chirurgien thoracique, je suis roumaine, je suis venue en France il y a, 15 ans, plus de 15 ans, parce que, pour 2 raisons. J'aime la France, j'aime les Français aussi et puis surtout, le niveau de pratique de médecine est vraiment très, très élevé, en tout cas plus élevé qu'en Roumanie, donc c'est ce qui a fait l'attrait, pour la France et puis deuxième chose qui est il y a en ce qui me concerne important, c'est que je parlais déjà le français avant de venir en France, qui a facilité le choix, de la France, voilà. C'est quoi la chirurgie thoracique? La chirurgie thoracique, c'est la chirurgie du poumon essentiellement, mais pas que, parce que dans la cage thoracique, il y a la cage thoracique qui est aussi faite et pratiquée par les chirurgiens thoraciques, mais aussi le médiastin, le diaphragme, le défilé cervical supérieur, donc thoraco-cervical. Donc tout ça, ça fait partie de l'environnement du chirurgien thoracique. Alors aujourd'hui, on va parler de d'une thématique qui te tient à cœur. C'est un peu ton dada. Tu m'en parles depuis longtemps. C'est de la prévention. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Nous allons parler du dépistage du cancer pulmonaire. Alors, ce qui me fait sourire, c'est que tu m'en as parlé à un moment où c'était pas encore passé au niveau tutélaire et au niveau réglementaire, et tu m'en as parlé 1 an avant, en me disant: «Aux États-Unis, c'est démontré, il faut le faire», et c'est rigolo parce qu'en fait, il y avait des blocages. Mm, Il y avait des blocages justement parce tu trop en avance. mm. Non, Si, non, si, non. bah, tu en avance parce que c'était pas validé. Nous étions en avance, nous les chirurgiens thoraciques et les pneumologues en Oui, général, pour moi, c'est puisqu'on toi. voyait cette nécessité. Ouais. Ce qui était un petit peu en arrière, c'était l'organisation de tout ça, la prise de conscience de cette problématique, autant par nos tutelles que par les autres acteurs de santé. Le dépistage, quel qu'il soit, passe d'abord par la connaissance des effets bénéfiques de ce programme, d'un programme de dépistage par les médecins généralistes, mais aussi par les patients eux-mêmes, parce qu'il ne suffit pas de recevoir une lettre, un courrier qui t'invite à faire un dépistage si tu n'en es pas convaincu. D'ailleurs, quelques-uns d'entre nous peut-être n'y vont même pas. Donc c'est très important de laisser les choses se faire en leur temps. Évidemment que les professionnels de santé spécialisés qui sont en première ligne, ils sont naturellement les premiers à en être informés. Mais après, il faut que ça diffuse. Et c'est peut-être notre rôle aujourd'hui. Alors, on parle du dépistage donc, de quelle maladie? Du cancer pulmonaire, Alors, à quel stade? le plus précoce possible. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que, plus on comme pour tout cancer d'ailleurs, plus on les découvre vite dans leur étape initiale de développement, d'apparition et de développement, plus ils sont guérissables. On peut les guérir. Aujourd'hui, on peut guérir des cancers pulmonaires et on en guérit. Une des conditions essentielles, c'est qu'ils soient dépistés au plus vite, au plus précoce de leur évolution. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, avant de parler de la population cible, j'ai envie de dire, un médecin généraliste qui voit un patient qui rentre dans le cadre, qu'est-ce qu'il doit prescrire? Mais déjà, quel est le patient qui rentre dans le cadre? Alors, on commence comme ça, si tu veux. C'est quoi le patient éligible pour un dépistage systématique du cancer du poumon? En France. Parce que, il y a comment dire? La population cible, elle peut être un petit peu différente d'un pays à l'autre. Alors pour la France a arrêté, comment dire? Une plage d'âge qui est entre 50 ans et 74 ans. Des personnes qui fument ou qui ont déjà arrêté de fumer, mais depuis moins de 15 ans. Et aussi des personnes qui ont une certaine, quantité un certain degré d'intoxication, au tabac. C'est-à-dire des gens qui ont fumé un minimum de 20 ans, un paquet par jour, ou sinon 15 cigarettes par jour
pendant 25 ans et même 10 cigarettes par jour pendant 30 ans. Donc il y a 3 critères, le critère de l'âge, le critère du degré d'intoxication tabagique et puis il y a aussi, et c'est là que le médecin généraliste rentre en ligne, c'est l'état général de santé du patient. Alors attends, juste avant ça. Je suis médecin généraliste, je vois un patient, Oui, il a 38 ans, oui, il est à 30 paquets années. oui. Est-ce qu'il est licite de l'intégrer dans cette population, même si on est hors cadre? 38 ans, non, ce n'est pas licite, mais c'est une excellente question parce que tu parlais des États-Unis, c'est les premiers qui ont fait un programme national de dépistage. Ils en ont un depuis 2013, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. Et le problème auquel ils sont actuellement confrontés, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne rentrent pas dans les critères de dépistage et qui sont dépistées, qui sont retrouvées avec des cancers pulmonaires. Donc il y en a de plus en plus. Donc ils sont en train de réfléchir à comment faire pour pouvoir aussi atteindre cette population-là qui ne répond pas aux critères. Comment ont été choisis ces critères, tu pourrais me Ouais. demander, justement, euh, Ah bah parce que, justement, parce qu'en fait, on est très, en France en tout cas, ouais, sur des critères d'âge, que ce soit sur ouais, le cancer du sein, oui, etc. oui, Oh, mais en réalité, l'épidémiologie, elle change par des facteurs environnementaux, oui, par des oui, facteurs oui. populationnels. Mhm, Et ce côté un petit peu figé de avant 50 ans, tu peux pas avoir de cancer. mm. Alors, moi, je témoigne, on voit de plus en plus de cancers qu'on diagnostique aux urgences jeunes. Oui, 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 Donc, absolument. Et pour te dire, il y a des pays, par exemple Taïwan, 53% des patients qui ont un cancer de poumon n'ont jamais fumé. Donc il faut effectivement s'adapter à la cible, si tu veux, d'un territoire, d'une mais on va spécificité. dire, alors, Mais comment on en est ouais. arrivé à faire cette plage d'âge-là, avec ce degré d'intoxication tabagique-là? Eh bien, parce que la première étude qui a été démarrée aux États-Unis et qui a été publiée en 2011, c'est celle qui est finalement l'étude trigger du départ de ce type de programme dans le monde. Eh bien, de manière intuitive, j'ai envie de dire, parce qu'on sait qu'il faut s'exposer au tabac dans une certaine période, enfin une certaine longueur de temps et une certaine quantité de nicotine et de goudron et tout ce qu'il peut y avoir dans une cigarette. Eh bien, de manière intuitive, à cette époque-là, ils ont dit: «Ben, voilà, on va mettre les patients dans cette étude, dans les patients entre 55 et 74 ans. Il faut qu'ils aient, 20 paquets années, c'est-à-dire l'équivalent de un paquet par jour pendant 20 ans et Non, mais cetera» justement, et donc cette attends, étude juste une remarque, parce oui, que c'est comme pour la durée des antibiotiques. C'est-à-dire que c'est oui, des trucs qui sont marqués dans le marbre, oui, oui, gravés dans le marbre depuis 35 ans ou oui, depuis 100 ans, où on dit qu'il faut traiter 15 jours, 3 semaines, oui, etc. oui, Mais il n'y a pas de substrat. Et dans le réel, je reviens au cancer, oui, hein. oui, Nous, aux urgences, on fait des diagnostics de cancer chez mais des je gens suis de d'accord, plus en plus jeunes, tout à avec des fait. gens qui ont même pas de facteur de risque et qui viennent, c'est des incidentalomes Oui, quasiment. mmh, Et donc, la question, c'est ça, je reviens sur ma question précisément, c'est est-ce qu'un médecin généraliste, s'il le sent comme ça, c'est-à-dire s'il se dit: «Ce patient, il a une symptomatologie, il a des facteurs de risque, il n'est pas tout à fait dans le cadre», est-ce qu'il peut prescrire ce que tu suggères? bien sûr, on peut prescrire. Le médecin reste libre de son intuition médicale et de son feeling de professionnel, sûr. Mais pour rentrer dans un programme national de dépistage de cancer de poumon, OK. On a les critères. voilà, Critères d'âge, critères de durée d'intoxication et de quantité et de quantité. d'intoxication, Voilà, c'est les avec trois. un dernier critère qui était celui de l'altération, enfin de l'état général De du l'étage, patient, un exactement. patient et des symptômes, des Voilà. Il co-symptômes peut qu'il peut y avoir avoir. d'autres maladies bien plus graves qui font qu'il n'y a pas d'intérêt à dépister un petit cancer quand l'espérance de vie de sa maladie de base est moindre de 4-5 ans. Donc, ça n'a pas de sens d'aller lui chercher un autre problème majeur alors que le problème de base, Le pronostic est en le fait est pronostic est complètement engagé d'une autre manière. Voilà. OK, j'ai un patient, il rentre dans le cadre, il a consommé plus de 20 paquets à l'année, il a plus de 50 ans, il a une petite altération de l'état général. Qu'est-ce que je fais? De quelle manière je vais l'intégrer? C'est quoi le protocole, Hmm. de dépistage systématique du cancer du poumon? Alors, en France, il n'y en a pas. Néanmoins, il y a récemment une étude de faisabilité
du programme de dépistage de cancer pulmonaire en France qui s'appelle Impulsion, qui a été validé début janvier de cette année. Et donc, il va être implémenté petit à petit. Et donc, pour cette étude-là, on a prévu de faire un scanner thoracique low dose, c'est-à-dire une quantité d'irradiation beaucoup moins importante qu'un scanner normal, thoracique, à tous les patients qui remplissent les critères que j'ai évoqués tout à l'heure. Les 2 premières années, un scanner par an, et puis après, espacé à 2 ans, pendant 5 ans. Donc ça, c'est l'étude de faisabilité française. Quels sont les critères qui seront retenus à la fin pour le programme de dépistage quand il va pouvoir commencer d'ici 5-10 ans? Pour l'instant, on n'en sait pas. J'ai fait un petit trèfle, mais je la fais pas vraiment. Je rentre dans le cadre, j'ai fumé, j'ai l'âge, j'ai la quantité. Je m'intègre de manière formelle dans ce dispositif. On voit un petit truc. Donc, le Panique. médecin va me dire, c'est pas net. Oui. Le médecin généraliste, comment il doit gérer ça? Alors, déjà, rassurer son patient. 95% des lésions qu'on peut découvrir, nodulaires, hein, et des taches qu'on peut avoir dans le poumon, eh ben, elles ne sont pas des cancers. Donc, d'abord, rassurer. Après, il faut aussi l'inciter à rentrer dans un suivi. Parce que quelqu'un qui a une tache dans le poumon, ça peut être une simple cicatrice qui va rester là pour le reste de sa vie, ou ça peut être une petite infection passagère qui va disparaître au bout d'un certain moment. Donc, il faut chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que cette tache. C'est probablement pas un cancer, mais si des fois c'en est un, ben c'est mieux de le savoir. Donc, il faut le référer à un pneumologue qui va pouvoir faire le suivi selon les critères. Il y a au jour d'aujourd'hui des critères de suivi. C'est plutôt les pneumologues qui vont charger. Et donc, il faut le référer à un pneumologue avec son scanner thoracique. Tu dis, ok, le patient il rentre dans le truc, il y a une tâche, on ne sait pas trop. Le radiologue, il a fait plus ou moins son travail parce que il faut aussi le dire, il y a des radiologues qui se mouillent et qui disent il y a une image spiculée qui a cette taille et ils vont intégrer les critères, mais il y en a qui vont pas se mouiller. Mais mettons, je suis en baie de Somme, il n'y a pas de pneumologue. Comment moi, Mmh. médecin généraliste, je vais gérer cette situation? Alors, Et je vais juste prendre un cas clinique, mmh. toujours pareil, Oui, notre private oui. joke. Mmh. Ben, est-ce qu'on peut donner une antibiothérapie? Est-ce qu'il y a des trucs d'orientation qui vont permettre de faire ce qui ne peut pas être fait parce qu'il y a des délais? En baie de Somme, aujourd'hui, une Oui, consultation de pneumologue, c'est 3 mois. d'accord. Donc est-ce qu'on laisse le patient poireauter 3 mois avec cette idée qu'il a une tâche? Ou est-ce qu'en tant que médecin généraliste, on peut s'approprier le kick-off, en fait, du suivi? Alors, ce n'est pas recommandé, mais si on ne peut pas faire autrement, eh bien, il faut savoir qu'il y a des critères qui orientent en fait de ce cheminement, de qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un a une tache dans le poumon, en fonction de l'aspect de la taille, de la tâche, de la taille de la tâche, ainsi que du nombre, parce qu'il peut y avoir plusieurs. D'accord. Eh bien, il y a des ABAC, j'ai envie de dire, qui peuvent être retrouvés sur le site de la Société d'imagerie thoracique, parce que cette société, elle est très impliquée dans donner ces critères-là. Ces critères sont alignés aux critères de la Fleshner Society, qui est une société internationale qui s'occupe des critères justement d'évolutivité ou pas et d'aspect de ces nodules, de manière à pouvoir s'orienter dans cette jungle, parce qu'il y a tellement de types de nodules qu'on peut retrouver et d'images qu'on peut retrouver dans le poumon, qu'on peut être impacté. Donc, on peut aller sur le site de la Société d'imagerie thoracique française. Il y a des tableurs. On va là-bas et on va savoir ce qu'il faut faire avec notre... Du coup, ce que j'en comprends, c'est que, en réalité, iconographiquement, le type d'image est tellement diversifié qu'il y a pas d'études standardisées, Non. que du coup, ça dépend quand même très franchement de l'hypercompétence du pneumologue et que il faut se démerder pour que le patient il voit un pneumologue. Surtout si la tâche est grosse. Ça dépend beaucoup de la dimension, de la taille de la Ouais, tâche. mais si Si la on va pas moi, tâche... tu vois, tu me demanderais de Ouais, mesurer, je suis ouais, urgentiste, ça j'en vois, ouais. mais dans le fond, je suis pas sûr de pouvoir intégrer dans mon workflow,
la capacité d'analyser les différentes tâches. Je vais dire c'est spéculé, je vais dire ça a telle taille, mais après, est-ce que j'aurai le temps dans mon quotidien d'aller chercher? Non. Alors pour moi, Non, c'est facile, j'appelle un pneumologue. oui, c'est ça. Mais oui, mais Non, mais il faut savoir que si les tâches sont supérieures à 15 millimètres, 20 millimètres, par là, c'est un cut-off que je donne personnellement, donc ce n'est pas quelque chose de validé. Mais en tout cas, une tâche supérieure à 2 centimètres, c'est inquiétant. Il faut trouver un pneumologue. Il ne faut pas le laisser dans la nature ou à son propre. C'est-à-dire, il faut quand même que quelqu'un, qu'on aille plus loin. Donc, même si on est en fin fond du monde, il faut que ce patient arrive à avoir un pneumologue le plus rapidement possible. du coup, hem on est dans, cette filiarisation. Le patient, on a trouvé quelque chose, on l'adresse à un pneumologue. Normalement, un pneumologue va interagir avec le médecin généraliste pour dire pour Quelle est dire la la suite. suite? Exact. C'est faux positif ou vrai Oui, positif? oui, absolument. Et si c'est vrai positif, pour nos confrères, comment ça se passe? Mettons qu'on a une lésion, alors on va prendre le cas le plus simple, une lésion unique et TNM000 avec juste une lésion unique, pulmonaire. Qu'est-ce qui se passe pour le patient? Alors, une lésion unique pulmonaire, eh bien, en fonction de sa taille, on peut faire directement des examens complémentaires, c'est-à-dire, compléter un bilan comme si c'était un cancer pulmonaire. Faire un TEP scanner, plus ou moins une fibroscopie bronchique, une IRM cérébrale, des tests de fonction respiratoire. Et donc, avec l'ensemble de ces examens, surtout un TEP scanner, c'est essentiel lorsqu'il y a des critères de dangerosité, je dirais, de taille, d'aspect, etc. Eh bien, un TEP scanner, c'est la première chose à faire. En fonction de ce résultat-là, qu'il soit positif ou non, d'ailleurs, cet examen-là, on le réfère dans une réunion de concertation pluridisciplinaire. Chaque pneumologue est normalement en relation avec un endroit où on fait des réunions de concertation pluridisciplinaire. C'est quoi? Eh bien, c'est une réunion de plusieurs types de spécialités, donc une réunion de médecins. Il y en aura au moins trois légalement, mais en général, il y a beaucoup plus. Il y a un pneumologue, il y a un radiologue, il y a un oncologue, il y a un chirurgien, parfois, pas toujours. Mais en tout cas, c'est des gens qui connaissent le poumon, un anatomopathologiste qui connaissent le poumon et le cancer du poumon. Donc, le dossier sera discuté obligatoirement dans une réunion de concertation pluridisciplinaire. Et là, on rentre dans la spécialité de ce type de pathologie où une décision sera donnée qui va arriver au niveau du médecin généraliste. Ça peut être un nouveau scanner dans 3 mois, un nouveau scanner dans 6 mois, un nouveau scanner dans 1 an, ou sinon le patient est référé au chirurgien pour la prise en Oui, donc charge c'est ou une ça. ponction sous scanner pour faire le diagnostic, etc. Donc l'idée, c'est que si le nodule est dangereux, considéré dangereux, on fait un TEP scanner et on va dans une RCP avec son dossier. Mais c'est jamais, on a une forte suspicion, on fait le TEP scanner, tout ça va dans le sens de, genre dans le mois qui suit, on est opéré. C'est jamais aussi simple. Ou c'est exceptionnellement aussi simple. Euh, Attends, j'ai pas compris ta question. Patient, il rentre dans les trucs, on fait lésion spéculée, douteuse, 3 centimètres, 2 Non. centimètres, Oui. bon voilà, Mm. 1,5 centimètre. Ouais. On fait le TEP scan qui dit qu'il y a un hypermétabolisme et que ça va dans le sens, mais il n'y a pas de lésion ailleurs. Est-ce que entre le moment de on fait le scan et on rentre dans la boucle du pneumologue et il va y avoir un délai genre optimal pour une opération? Alors, c'est une règle générale avec le cancer, il faut pas se précipiter. Ce n'est jamais une urgence. Il vaut mieux prendre le temps pour faire tous les examens, avoir tous les détails et toutes les informations possibles avant d'établir une stratégie de prise en charge et de faire un traitement. Je me rappelle plus depuis quand ça date, mais je sais qu'il y a une étude française qui a calculé, qui a évalué ce délai entre le moment où le patient voit pour la première fois quelqu'un en rapport avec son futur cancer pulmonaire et jusqu'à ce qu'il ait traité de son premier traitement de son cancer pulmonaire, c'était une moyenne de 2 mois qui pouvait aller même au-delà de 2 mois ou parfois plus rapide. C'est vrai que ça, c'est une des problématiques d'un programme de dépistage de cancer pulmonaire. Il faut savoir quel est le circuit. Ce circuit-là, nouveau, doit s'intégrer dans les circuits de prise en charge de cancer pulmonaire habituel. En France, c'est évalué à environ 4 millions de plus de patients qui rentrent d'un coup
dans le Oui, ça peut circuit. saturer la filière. C'est ça, ça sature, ça va, elle est déjà saturée. On est déjà, tu sais très bien mieux que moi, qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont vraiment à genoux, je veux dire. Et donc, il faut pouvoir intégrer tout ça. Donc, c'est vrai que les délais, c'est important. Aux États-Unis, pour donner cet exemple qui est le plus ancien historiquement, eh bien, ils ont construit ce qui s'appelle les cliniques du nodule pulmonaire, où effectivement, le circuit il est beaucoup plus rapide parce que c'est des endroits où on ne fait que ça. Quand tu intègres ça dans tout ton travail que tu as d'habitude, eh ben, ça va pas être très simple. Du mmh. Attends, juste une Donc pour question. répondre à ta question, l'idéal, c'est j'imagine que globalement, il faut dans 1 mois et demi, depuis le premier contact, avoir un traitement, quand c'est un cancer. Mais on ne perd rien à rajouter une semaine, enfin, il ne faut pas rajouter 6 mois, mais rajouter une semaine pour avoir une information en plus si elle est importante. Je suis médecin généraliste, j'arrive à avoir un rendez-vous dans 1 mois et demi avec un pneumologue. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je prescrive des examens complémentaires à ce moment-là? Mettons que je suis un médecin généraliste ultra motivé, je suis allé sur le site de la Fédération française des pneumologues qui m'a donné des critères et que le critère, il est quand même, je me dis, il y a peut-être quelque chose. Est-ce que je dois prescrire des choses pour avancer le taf? Si clairement ça rentre dans les critères qui sont très bien précisés, eh bien oui, je pense qu'on peut le faire. En revanche, il ne faut pas le faire si c'est pas très clair, parce que ça engendre justement un blocage de toutes ces machines-là qui pourraient servir à quelqu'un d'autre qui en a vraiment besoin. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu vas demander un TEP scanner, mais qui est utile, c'est très bien, mais si tu en demandes un utile pour 5 inutiles, ça veut dire que tu as Oui, tu pris la satures, oui, place bien sûr. de ceux qui en Mais, ont mais, mais besoin. du coup, est-ce que le radiologue, c'est un bon interlocuteur? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, un radiologue, où qu'il soit en France, euh, il me rend une réponse qui est un peu, on va dire, mi-figue, mi-raisin. Est-ce que ça peut valoir le coup d'appeler le radiologue et lui dire, écoute, est-ce que tu peux t'avancer un petit peu? Est-ce que pour toi, il y a vraiment des critères ou pas? Mmh. Est-ce que tu peux, toi, de ton côté, regarder l'image avec tes Oui, confrères parce que tu oui, n'oses pas y aller oui. et me donner une vraie réponse? Je pense que c'est bien de faire ça. Alors, tous les radiologues ne parce que ça s'apprend aussi. Justement, la Société d'imagerie thoracique de France fait des cours depuis quelque temps maintenant pour apprendre aux radiologues quels sont les critères de malignité qu'ils doivent prendre en considération. Et quand nous allons avoir un programme de dépistage, ces critères-là, ils sont très précis. Il y a déjà des protocoles de compte rendu qui permettront de établir le niveau de risque. Avec de l'IA un petit peu? L'IA, pour l'instant, ça ne sert qu'à dépister un examen les nodules. D'accord. C'est-à-dire, ça déjà, ça prend du temps pour bien regarder, voir qu'il y a 5 nodules au lieu de 4 ou 4 au lieu de 5. Enfin, bref, l'idée que ça prend du temps. Donc, l'IA, ce qu'elle fait à l'heure actuelle, c'est de dire, sur ce scanner, moi, je vois 50 nodules, ou j'en vois qu'un seul, ou j'en vois aucun. Et là, le radiologue va prendre son temps pour analyser les nodules que l'IA aura déjà ciblés. Dans un futur temps, il y a déjà un programme qui a commencé en avril de cette année aux États-Unis qui va à la fin permettre de l'IA d'établir comment dire, le risque que ça soit un cancer. Donc, Ah, c'est-à-dire, ça magnifique. intègre la notion de anatomopathologie dans Alors, l'imagerie. en attendant que tu aies créé ta clinique du nodule pulmonaire, euh, la clinique Grégoriou, avant la première en France, où on s'occupera des nodules pulmonaires pour avoir ces filières hyper spécialisées et hyper compétentes. Je suis médecin généraliste, j'ai vu un patient, on m'a répondu un peu de manière foireuse, j'ai appelé le radiologue ou j'ai demandé à un radiologue de regarder les images, il me dit écoute, ça sent mauvais, ou il y a une forte suspicion de... j'arrive à avoir le rendez-vous pour le patient avec le pneumologue dans 1 mois et demi. Je prescris quel examen qui ne va du coup pas saturer parce qu'en fait j'ai une valeur prédictive positive qui a augmenté de manière significative. Je prescris quelque chose ou j'en reste là et le Je patient. pense qu'il vaut mieux en rester là. D'accord. Sincèrement, je pense qu'il vaut mieux en rester là, sauf encore une fois, si c'est pas la grosse patate qui nécessite une prise en charge plus rapide. Oui. Je m'excuse pour le langage académique. Non, mais c'est vrai, c'est l'aspect, une tumeur bien solide qui fait 2 centimètres. Là, il faut trouver un moyen d'avoir un circuit plus rapide pour que le patient puisse rentrer plus rapidement dans
la clinique et d'ailleurs, j'allais dire la clinique du nodule pulmonaire virtuel, mais justement, il y a aussi des circuits virtuels qui peuvent être mis en place pour accélérer le mouvement avec le pneumologue du territoire ou avec le centre, l'hôpital qui a les spécialistes nécessaires Donc tu veux du dire qu'en fait, territoire. on On peut pourrait faire faire de des, la téléexpertise? on peut faire de la télé-expertise, on peut faire des staffs, des réunions de concertation pluridisciplinaire par visio. Ça, c'est grâce à Covid qu'on a pu enfin développer ça, ce qui est très important. Nous-mêmes, par exemple, ici à l'hôpital privé d'Antony, nous avons l'accès de n'importe quel acteur du territoire à notre RCP. Il peut participer avec un nodule tous les jeudis, ou n'importe, je dis ça. Donc, ça veut dire que n'importe quel médecin généraliste ou pneumologue du territoire peut avoir contact avec une équipe spécialisée dans le nodule pulmonaire dans la semaine, par visio. C'est essentiel de pouvoir communiquer et c'est possible. Parfait. Alors, si on fait la synthèse, durée, quantité, âge, état général, des critères qui sont bien définis, alors le patient peut s'intégrer dans une démarche de dépistage systématique qui est dans le droit commun et qui est national. Un scanner low dose annuel, peut-être les 2 premières années et après, c'est le pneumologue qui décidera. Et si le scanner low dose montre une lésion avec 1500 teintes degrés, donc c'est très compliqué, même s'il y a des critères qu'on peut trouver dans la société savante de pneumologie qui donneront les critères en fonction de l'image qu'on voit. En tout cas, le message clé, c'est trouver un pneumologue et adresser le patient. Oui, Et peut-être affiner son réseau local parce que les réponses sont vraiment territoriales et dans la Somme, c'est pas la même chose que dans la Creuse et c'est pas la même chose que et avoir un réseau pour pouvoir contacter et adresser rapidement un patient oui, et éventuellement demander une téléexpertise avec un transfert d'image, une relecture d'image mmh, pour qu'une équipe, une aide de RCP puisse évaluer et convoquer le patient. Dernier exactement. point, tes médecins généralistes. Alors, les vieux médecins généralistes ou les médecins généralistes expérimentés savent comment gérer ces situations. Je suis un patient, je rentre dans les critères, on m'a fait faire un scanner, on voit une image, mais qui est pas formelle. Comment tu me l'annonces? Qu'est-ce que tu me dis? Comment tu gères? Comment tu gères et comment tu accompagnes le patient pour gérer ce moment-là? Comment je gère en tant que chirurgien En thoracique tant ou que médecin, «pneumologue» entre guillemets ou en tant en que tant que médecin? médecin. Bah, c'est différent de l'un à l'autre, parce que le médecin généraliste, justement, il va pas rentrer l'évaluation de ce nodule-là, donc il va simplement devoir, rassurer son patient, mais lui annoncer qu'il y a quand même quelque chose qu'il va falloir surveiller, voire faire des examens supplémentaires. Alors après, quand on sait un petit peu quelles sont les étapes suivantes, on peut même décider si on pense que c'est une infection, de faire un traitement par antibiotique et réévaluer derrière avec un scanner, ou sinon réévaluer directement en fonction des critères du nodule avec un nouveau scanner à 3 mois, à 6 mois ou à 1 an. Donc ça dépend de quel est notre niveau de connaissance. On peut guider déjà le patient vers... en tout cas, il ne faut pas le laisser. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce nodule. Est-ce que c'est quelque chose qui est cicatriciel, qui va jamais évoluer, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être Oui, inquiétant? donc en fait, c'est une Il faut pas lui annoncer et l'abandonner. j'ai compris On lui annonce, on le rassure, mais après il faut faire quelque chose derrière. et c'est marrant parce qu'en fait, en t'écoutant et ça fait plusieurs fois qu'on en parle, je me dis: «C'est une conduite à tenir simple, mais derrière laquelle il y a une très grande complexité Mmh, qu'on n'évalue pas en oui, réalité et oui, qu'on appréhende assez mal». absolument. Et en réalité, c'est pas, tout le monde ne peut pas le faire et ça nécessite vraiment une prise en charge ultra spécialisée et avoir conscience des limites, Mmh. avoir conscience qu'on va laisser le patient dans une situation un petit peu Angoissante. C'est un angoissante. des risques d'un programme de dépistage en général, l'anxiété que ça provoque. Quel est l'impact d'un dépistage précoce sur la mortalité La d'un mortalité. patient Mmh. à qui on découvre un cancer? C'est 5 vies sauvées pour 1000 patients dépistés. 20% de mortalité globale en moins. C'est colossal, Colossal. c'est colossal. Oui. Donc c'est pour ça que ça a un sens. Et donc tu peux me demander, mais pourquoi
qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, on a répondu avant, ce n'est pas simple, c'est complexe. Il faut éviter tous les risques d'un dépistage, c'est-à-dire le faux négatif, le faux positif. D'ailleurs, le programme, enfin, pourquoi après le programme de dépistage des États-Unis, en 2016, l'ARS a dit: ah, c'est pas très clair, les critères ne sont pas remplis. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de faux positifs. Et c'est seulement en espaçant un petit peu la rythmicité des cancers, des scanners et en élargissant un peu la marge que comment dire, le travail européen a pu mettre en évidence les mêmes chiffres de bénéfices avec beaucoup moins de faux positifs. Parce que le faux positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas croire que c'est un cancer et surtout, ça va engendrer des examens, parfois invasifs, qui peuvent avoir des effets secondaires plus graves qu'une tache dans le poumon, qui n'était rien finalement puisque c'est un faux positif. Donc le bénéfice, il est Il colossal. est colossal, mais ça nécessite une bonne organisation parce que c'est complexe, c'est énorme en termes de volume d'informations. Et il faut, encore une fois, en France, le calcul est fait, 4 millions de personnes en plus à intégrer dans les systèmes actuels. Et ces gens-là, enfin ces patients-là, enfin on ne peut pas les nommer patients parce qu'ils ils n'ont pas tous des maladies finalement, mais ces personnes-là vont engendrer une quantité colossale d'informations, vont emboliser nos scanners, nos TEP scanners, etc. Donc il faut pas leur donner un faux Attends, attends, espoir. parce que quand tu dis 4 millions, c'est 4 millions de patients qui vont être intégrés dans la Qui filière. remplissent les critères Non, de mais d'accord, dépistage. d'accord. Et du coup, c'est la question pour conclure, parce que quand on parle par exemple du cancer colorectal, on a beaucoup de mal à convaincre les patients parce qu'il est question de caca, mais on a fait une vidéo là-dessus. Mmh. Mais il y a aussi, on a beaucoup de mal à convaincre les médecins traitants Mmh. de pousser leurs patients Mmh. à faire les dépistages systématiques du cancer colorectal. La phrase de la fin, ça va être: qu'est-ce que tu as envie de dire aux médecins généralistes pour les convaincre que c'est indispensable de le faire si le patient a les critères? Bah, ça sauve des vies. C'est 5 vies sauvées pour 1000 patients dépistés. Aussi simple que ça. On aimerait bien être dans les 5 quand on est fumeur. Oui, super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à vous.